Bien, donc vous pourrez retrouver bien entendu tout ça sur le web, hein. Enfin, j'enregistre à l'instar de tous les autres cours. Donc on parle aujourd'hui de changement climatique, donc vous êtes probablement déjà un peu conscient. Mon but est le suivant. Alors mon but il y a deux motivations. La première, c'est que comme vous êtes des étudiants et des étudiantes en physique, d'accord, en sciences supérieures, a priori, il serait sain de fermer la fenêtre, sinon vous n'allez rien voir. Vous avez droit à la version pour adultes du problème, d'accord? Tout simplement parce que ce qu'on fait au lycée est certes tout à fait constructif et très sympathique, mais un est quand même plein de bon greenwashing comme j'aime pas, deux est surtout pas chiffré. Et donc il s'avère que même dans la fraction de la population qui est au courant qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose, l'ampleur des choses à faire, en général, est quelque chose que vous ne comprenez pas. D'accord? Donc là, je vais vous montrer ça. Et la conséquence de cette histoire-là, donc là, c'est l'occurrence, c'est typiquement de la propagande. Je veux vous convaincre qu'en tant que futurs citoyens et citoyennes, il n'existe pas de problème politique plus urgent que celui-là. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? C'est que, voilà, c'est simple. Donc ça, c'est de la propagande. C'est enregistré. D'accord? Voilà. Et vraiment, c'est-à-dire qu'a priori, quand on considère que je ne sais pas quoi, des retraites, de l'assurance chômage, de l'immigration, j'en sais rien, c'est des problèmes importants, c'est une connerie. On va juste tous mourir si on s'occupe pas de ça. Voilà. Donc il y a un moment donné, il va falloir qu'on y aille. Voilà. Oui. Culture G, 3 séances. 6 heures. Non, non, c'est moi. Mais sauf que vous pouvez pas sortir de ça sans être passé à la moulinette, quoi. Voilà. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça vous épargne la fresque du climat, qui est une redite de ce que vous avez fait en seconde et donc qui sert littéralement à rien. D'accord? C'est un combat à moitié. Enfin, voilà. Donc, comme vous êtes des grands et des grandes, on va partir, on va mettre des chiffres. Et donc, pour l'instant, on va avoir 3 parties. La physique du problème, dont on va parler aujourd'hui, la gravité du problème et les choses. Et il y a une troisième partie un peu plus différente sur pour le problème central en France, qui est en particulier la trajectoire énergétique française. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va le faire et à quel point on va pouvoir le faire. Ok. Le but du jeu est aussi par ailleurs alors non pas de débunker, mais en tout cas d'aller attaquer un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, etc., etc., et sur la façon en particulier dont ces problèmes sont abordés. C'est-à-dire toujours extrêmement mal, sans avoir une perspective globale du problème. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde a raison. En gros, personne n'émet de CO2 tant qu'on regarde un échantillon très faible de la population. Voilà. Vous émettez pas de CO2, techniquement. Et donc, il y a quand même une magie qui fait que, grosso modo, vous êtes les principaux émetteurs de CO2 de la planète. La question, c'est pourquoi. D'accord? Voilà. Et donc, on va regarder. On est parti et on se concentre à l'attaque. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre est recouverte d'une atmosphère, d'accord? Que cette atmosphère contient des fractions extrêmement faibles, certes, mais quand même existantes de dioxyde de carbone, d'accord? Et la Terre est éclairée par le Soleil relativement régulièrement, en tout cas, grosso modo, la moitié du temps dans la journée. Donc, il s'avère que vous avez donc un flux de 340 watts par mètre carré solaire qui arrive sur la Terre, d'accord, dont quasiment un tiers, un petit tiers, entre un quart et un tiers, est rejeté quasiment instantanément par la réflexion sur les nuages et la haute atmosphère. Euh, et donc, en gros, vous en avez ensuite une partie qui est absorbée par l'atmosphère, et en fait, celle-ci nous intéresse assez peu, parce qu'en fait, tout ce qui est climatique, majoritairement et essentiellement ce qui est absorbé par les masses continentales et maritimes. Donc, en gros, ce qui se passe dans les 4-5 premiers kilomètres d'atmosphère. Tout le reste a un impact, non pas forcément mineur, mais en tout cas avec des conséquences à plus long terme, des oscillations, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus lâches pour la suite. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, finalement, c'est ce qui arrive ici. D'accord? Donc, vous avez déjà quasiment la moitié du problème qui est éliminé par l'atmosphère, et donc vous avez la moitié du rayonnement en moyenne, à peu de choses près, hein, d'accord? Qui arrive sur le sol. Quasiment instantanément, vous avez un truc qu'on appelle l'albédo, qui est grosso modo la capacité de sol à réfléchir directement le rayonnement solaire. On en a 24 qui se barrent immédiatement. Ce qui fait que, grosso modo, voilà, c'est ce qui constitue cette espèce de sang là, qui se barre dans l'autre sens. La Terre absorbe toute cette énergie-là, toute cette puissance, d'accord? Et ensuite, oui, je te remercie. Et ensuite, elle utilise une fraction de cette énergie pour faire de l'évaporation et grosso modo réchauffer un peu ce qui se passe autour. Donc c'est une fraction assez faible, d'accord? Voilà. Et en fait, il s'avère que la Terre, par ailleurs, étant un corps qui a une température donnée, émet une quantité considérable d'énergie sur rayonnement infrarouge, d'accord? Quantité qui est majoritairement en fait séquestrée et renvoyée par
deux composantes, les nuages et les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, qui sont au nombre de 4, majoritairement. Le premier, en fait, qu'on oublie tout le temps, c'est la vapeur d'eau, qui est un gaz avec un effet de serre extrêmement élevé sur lequel on n'a aucun contrôle par ailleurs. Le deuxième, c'est le dioxyde de carbone, qui est le coupable numéro un en ce moment, et les deux autres qui sont beaucoup plus puissants, mais beaucoup moins présents, qui sont le protoxyde d'azote et, l'ammoniac. Donc, en gros, vous constatez que sur les 398 qui dégagent, il y en a en fait 342 qui redescendent, donc c'est extrêmement faible. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie qui repart par là, d'accord? Et qui vont se rajouter aux 236 qui sont là, qui sont ceux littéralement émis par les nuages. Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est que la régulation climatique, le climat que nous connaissons aujourd'hui, c'est ça. C'est le tout petit pouillème qui doit faire la différence entre ce qu'on absorbe, ce qui est utilisé et ce qui est rebarré dans l'atmosphère. D'accord? Donc, les gros flux, en fait, celui-là et celui-là, ceux-là, n'ont absolument rien à voir avec le climat. Ça se fait tout seul et ça n'impacte pas les premiers kilomètres d'atmosphère qui nous intéressent, nous. D'accord? Et donc, en fait, ça, c'est extrêmement problématique parce que c'est le premier truc dont il faut convaincre, donc je débunk aussi. Certes, le CO2 est extrêmement peu présent dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont très très peu présents dans l'atmosphère. Ils sont présents à l'état de trace. Le problème, c'est que l'effet qui influe le climat est lui aussi un effet de trace. Donc, c'est-à-dire que les augmentations de 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300% de CO2 dans l'atmosphère ont un impact considérable sur ce truc-là, qui est le seul truc qui est la balance climatique. Donc, l'argument de dire du CO2, il n'y en a pas dans l'atmosphère, donc c'est pas, on ne voit pas quel est le problème, bah, c'est comme c'est écrit dans la phrase, vous ne voyez pas quel est le problème. Parce que le problème, il est là. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les gros flux, ça a à voir vraiment avec un tout petit rapport d'équilibre. Si l'effet de serre n'existait pas, la Terre serait à moins 15 degrés en moyenne. D'accord? Donc la Terre n'est vivable que grâce à l'effet de serre. C'est des effets assez forts dans ces histoires-là. D'accord? Et on va voir en fait au fur et à mesure donc, quelles sont les projections ensuite et les simulations d'impact sur ce sujet-là. Oui. Ça, c'est le réchauffement global de la Terre et des premières couches terrestres. Grosso modo, en fait, la Terre est très. Enfin, si ça fait un peu de spélo dans ta ville, c'est que quand tu vas profond, il fait froid en fait. Et la Terre en surface est plus chaude. Voilà. Donc c'est toutes les contributions dans cette histoire. C'est clair là-dessus? Oui, je t'écoute. C'est tout ce qui se barre dans l'atmosphère, d'accord? Depuis, alors, t'as tout ce qui vient du nord, du nord, au-dessus des nuages, pardon, au-dessus des nuages, plus la petite partie qui vient du sol et qui passe à travers les gaz à effet de serre. Ok, Ouais. ouais. C'est pas un effet de serre, en fait, en gros, voilà. En fait, la quasi-totalité de l'équilibre thermique entre le Soleil et la Terre ne concerne pas le climat. Concerne, oui, on se fout royalement, en tout cas pour ce qui nous intéresse en tant que civilisation. Et la petite partie augmente, pire c'est. Bon, en gros, c'est ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe là, dans le principe. Donc voilà, le climat, c'est tout ça. Le climat, c'est uniquement le réchauffement des masses d'air proches du sol et le cycle de l'eau. Donc, le rouge et les petites flèches ici. Le climat, c'est ça. Tout le climat, c'est ça. D'accord? Si vous fermez ça, vous en avez plus ici, par conservation de l'énergie. C'est pas compliqué. D'accord? Voilà, c'est pas mortel. Vous en avez plus ici, plus exactement, ce qui revient au même, donc vous changez le climat. C'est ce petit bout-là dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Enfin voilà, ça c'est un truc hyper important à comprendre. Alors, on va regarder déjà des choses. Donc, on a en fait aujourd'hui des moyens scientifiques extrêmement variés. Il n'y a aucun doute sur ce sujet. Alors, petite remarque, tout ce que je raconte là, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de dialogue, d'accord? C'est sauf quelques guignols au fin fond d'Internet, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de conversation. Et aussi le président de la première puissance économique mondiale, mais ça, c'est une autre conversation. Voilà. Mais bon, après, quand on a un pays de clown, un pays de clown. Donc, on est parti. Ça, en fait, c'est l'intégralité des mesures thermiques qu'on a depuis à peu près, donc c'est à partir de 2020 ici jusqu'à l'an zéro. Donc, on a plein de mesures, de moyens de faire ça. On a la croissance des arbres, on a la vitesse de croissance des, euh, des coquillages, on a les prélèvements glaciers avec les consommations de CO2. On a, à partir du XVIIe siècle, on a les livres de bord des navires, d'accord, qui mesurent la température. On a une quantité de données absolument surréalistes sur le sujet, d'accord. Cette courbe-là, certes, elle est bruyante, mais il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc, en gros, vous partez il y a à peu près 2000 ans, d'accord, et en fait, il s'avère qu'il y a quelque chose qui est assez frappant dans l'histoire de l'humanité, c'est la stabilité de la température
de surface moyenne. Alors ça, c'est un truc hyper important à comprendre. La température varie énormément entre les saisons et entre le jour et la nuit, à un endroit donné. Par contre, en moyenne sur le globe, c'est quelque chose qui varie très très peu. Parce qu'en fait, quand un endroit se refroidit, l'autre se réchauffe. Quand un endroit c'est l'été, bah, l'autre côté c'est l'hiver, etc., etc. Et en moyenne, en fait, ça varie extrêmement peu. Et donc, vous constatez que cette température, pendant toute l'histoire de la civilisation, à peu de choses près, a été grosso modo extrêmement stable, avec même une tendance légère à la baisse. D'accord? Et en fait, il s'avère qu'à partir de 1850 à peu près, qui est le début de l'ère industrielle, vous avez une augmentation de la température observée qui s'arrête en 2020 déjà à plus 1 degré par rapport à la référence qui est la référence pré-industrielle. Donc vous voyez qu'en moins de 2 siècles, on a pris en température quelque chose qui est significativement plus grand que l'incertitude qu'on a sur la température précédente. Donc, il s'avère qu'on fait des simulations numériques aujourd'hui en essayant de comprendre d'où ça vient. Donc, on met des ingrédients, l'activité solaire, des cycles, des conneries, des machins, etc., etc. Et que quand on met des simulations, alors jusqu'en 2000, on avait le droit d'être climato-sceptique. Ce n'est plus autorisé aujourd'hui, puisque aujourd'hui, rien, aucun ingrédient, sauf l'activité humaine, ne peut expliquer cette augmentation de température. Il y a rien d'autre. C'est mort, c'est cuit. Donc en gros, quand vous mettez dans les machines l'activité naturelle, vous retranscrivez extrêmement fidèlement ce qui se passe au niveau des températures. Si vous enlevez l'activité humaine, vous êtes dans les choux. C'est pas extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, c'est une certitude que c'est l'activité humaine qui est à l'origine de cette augmentation de température. D'accord? Ça, c'est pareil, c'est acté. Ouais. 850 et 900, il y a un pic qui va vers le coup et un pic qui va vers le bas. Ouais, parce qu'après, il y a des variations qui peuvent être des variations saisonnières, hein. Sur ta- Ici, là, aucune idée. Aucune idée. Tu as des simulations numériques, là, tu peux avoir une année particulièrement chaude, par exemple. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que la température peut bouger de toute façon pour les phénomènes naturels, hein, d'accord? Ah non, mais des années plus chaudes que d'autres, ça existe. Enfin, littéralement, faut pas nier. On regarde les échelles, hein. On parle de choses en 0,1 degré, 0,2 degré. Donc, tu peux avoir une année qui, pour une raison X ou Y, un phénomène El Niño mal enclenché, une Niño mal enclenché, tu peux avoir une année qui est globalement plus chaude, d'accord? Mais la tendance, donc, tu vois, donc tu as plein de bruit, c'est-à-dire que si tu regardes une année particulière, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Ça, c'est aussi un des énormes problèmes des conversations sur Internet. Vous pouvez dire, ah, bah, l'année dernière, il a fait froid, donc forcément, c'est de la merde ce que vous racontez. Mais c'est débile, ça. D'accord? C'est pas la question. C'est juste que, en fait, en vrai, en moyenne, la tendance, elle est ultra nette. Si on va un peu plus loin, il s'avère qu'on a des relevés de température qui vont jusqu'à à peu près, enfin, on connaît la température depuis à peu près perpète les oies sur Terre, mais on peut aller jusqu'à moins 20 000, en particulier, là, vraiment, la répartition, en fait, d'Homo sapiens sur la planète Terre. Et en moins 20 000, on a connu une chute aussi importante. En fait, il s'avère que, par exemple, en moins 20 000, on était à quelques degrés en dessous de la moyenne actuelle, c'est-à-dire une Terre beaucoup plus froide, d'accord, recouverte de glace pour essentiel, enfin, en tout cas pour les parties la moitié de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et vous constatez que grosso modo, en 10 000 ans à peu près, on est remonté jusqu'à zéro, d'accord? Et que en fait toute la courbe en bleu est en fait la courbe de l'histoire de la civilisation humaine. Donc la civilisation humaine est une civilisation qui a bénéficié pendant quasiment l'intégralité de son histoire, d'accord, d'un climat particulièrement stable. On ne peut pas dire qu'il est bien ou pas bien, il est juste très stable, d'accord? Et vous mettez sur la même échelle ce qui se passe depuis quelques années, d'accord, avec des projections à l'horizon 2100, d'accord? Si on continue comme ça signifie qu'on est en train de faire en un siècle ce que la Terre a mis toute seule à faire en 10 000 ans, d'accord? Donc en gros, il n'existe aucun phénomène naturel qui permette d'expliquer un truc aussi rapide. Le Soleil n'est pas en train de se transformer en géante rouge, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. Rien, il n'y a pas d'activité volcanique surréaliste, enfin voilà. Il n'existe rien qui explique des phénomènes. La Terre, naturellement, elle fait ce genre de conneries. Ça arrive. Ça, c'est pas du tout un problème. Oui, il y a eu des cycles thermiques dans le passé, oui, compris 10 000 ans, pas 100, d'accord? Donc pareil, quand on vous raconte, ouais, bah, la Terre a changé de température dans le passé, ouais, très nettement, c'est indéniable. Par contre, jamais, à aucun moment, on a bouffé 3 degrés. Si, pardon, l'extinction du Pléistocène. Là, on a pris une météorite en pleine tronche, hein, d'accord? Voilà, le sol a pas vu le soleil pendant 5 ans, hein, voilà, ok, là, tout de suite, il faisait un peu frais. Voilà, tout de suite. Voilà, ok. Ok, là, je valide. Voilà. Mais même genre de délire, en fait. Voilà. Alors tu l'aurais un peu remarqué. Ouais. Alors, je te rappelle que quand même, on a des traces de tsunami qui vont quasiment au premier tiers du Sahara, quand même. Je sais pas si tu vois l'ambiance, quand même, d'accord?
Donc on pense que les vagues ont atteint à peu près 50 mètres de haut, 60 mètres de haut, d'accord? Et il y a eu de la poussière pendant 5 ans qui a masqué le soleil, qui est responsable de l'extinction en particulier des grands reptiles. Tu l'aurais vu. On l'aurait vu. Non, on l'a remarqué. Ouais. Ok. Et oui, il a fait moche l'année dernière, mais non, c'est pas ça. Voilà. Alors, l'idée est la chose suivante, une fois qu'on a constaté cette augmentation de température, on n'est quand même pas débile, d'autant qu'en plus l'effet est prédit depuis le début du 19e siècle par quelqu'un dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Kirchhoff, qui est le premier à avoir dit Si on commence à faire plein de conneries avec le CO2 dans l'atmosphère, ça peut poser quelques problèmes. » Effectivement, il avait raison. C'est le même Kirchhoff que les lois de Kirchhoff. Et donc, en gros, en fait, on connaît les gaz à effet de serre, c'est pas un truc nouveau pour le coup. Et donc, on a commencé à mesurer l'évolution des gaz. Alors ça, pour le coup, mesurer l'évolution des gaz, c'est un truc ultra sympa parce qu'il vous suffit de faire des carottes glaciaires, d'accord? Et vous avez les années directement, et donc vous pouvez mesurer la consommation de gaz à chaque centimètre. C'est un truc qu'on sait faire hyper bien. C'est vraiment un truc complètement bordé. Et donc, en gros, on se rend compte que si on prend les 650 000 dernières années, là, c'est gradué en milliers d'années, hein, d'accord? Donc en gros, on a l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez qu'il y a des variations, certes, on est d'accord. Et Sproch, Sproch, d'accord, voilà. Là, c'est en partie par million, donc vous voyez que c'est des quantités très faibles, hein, par ailleurs. On parle vraiment de choses extrêmement faibles. Vous avez ensuite le protoxyde d'azote, en partie par milliard, c'est ppb, donc c'est billion en anglais, donc c'est des milliards en français. Donc c'est à des concentrations beaucoup plus faibles, on parle d'un facteur 1000, hein, grosso modo, entre le CO2 et les deux autres. Et le méthane qui est ici. Vous constatez que le protoxyde d'azote n'est pas en augmentation monstrueuse par ailleurs. Par contre, effectivement, le méthane, lui, a aussi une augmentation significative par rapport au reste. Pour voir ce que c'est que le CO2 pendant 600 000 ans, hein, d'accord? Là, c'est l'intégralité de l'histoire d'Homo sapiens quand même, enfin de la préhistoire et de l'histoire d'Homo sapiens quand même. Donc ça bouge pas. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que la vie était vachement plus facile si on brûlait du pétrole, du charbon, du gaz, enfin voilà, et que, grosso modo, ce qui par ailleurs vous permet d'avoir le cul posé sur cette chaise et mon cul posé sur cette chaise avec des ordinateurs, des machins et tout, et pas aller gratter les champs à cultiver des patates comme des guignols quand même. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, on a ça. Et donc d'une certaine façon, le coupable est relativement connu. Et là, on a les simulations numériques qui sont très simples. Alors je fais une parenthèse quand même. Quasiment tous les documents à partir de maintenant sont issus du dernier rapport du GIEC, hein, qui est donc un groupe mandaté par l'ONU depuis les années 90. C'est quand même assez vieux, qui produit un rapport tous les 7 ans sur l'état de l'art, etc., etc. Donc le GIEC, c'est pas 10 guignols, d'accord? On parle de contributions d'environ entre 100 et 200 000 personnes scientifiques. Et le GIEC, c'est juste des gens qui sont là pour faire un résumé. D'accord? Et ils sont genre 10 000, quoi. D'accord? Donc c'est pas trois clowns au milieu de nulle part qui ont des idées de merde aussi, juste, quand même. Oui. Euh, il y a 12 ans, si je me trompe pas. C'est un rapport qui est publié en 2 ans quasiment déjà, parce qu'il y a un truc de la physique, il y a un truc pour les décideurs, il y a un truc pour les machins. Alors, petite remarque au passage, je fais aussi de la propagande. Tous ces rapports sont vulgarisés, sont traduits dans 120 langues différentes. Il y a un papier à destination des dirigeants qui résume la situation avec des choses simples, d'accord? Je vous rappelle que notre leader suprême actuel, il a exactement mon âge, d'accord? Donc, a priori, il est censé avoir lu ça quand même. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, l'idée est la chose suivante. Vous commencez à faire des petites simulations numériques et vous regardez en fait les choses qui ont des impacts positifs et des impacts négatifs sur l'effet de serre. Il s'avère qu'on a des impacts négatifs, on en reparlera sur le dioxyde de soufre, qui est un gaz à effet de serre négatif, c'est-à-dire un truc qui va filtrer le soleil avant qu'il rentre et qui laissera passer les infrarouges dans l'autre sens. Oui, non, mais non, non, on arrête les conneries, mais bon, voilà. Non, mais c'est une des idées c'est effectivement une des idées qui est sur la table. Et vous voyez qu'en fait, on retrouve en tête de pont ici nos deux ennemis publics numéro un, à savoir le dioxyde de carbone et le méthane. Méthane, méthane. Alors, c'est effectivement lié à l'agriculture. Mais voilà, donc nos deux ennemis sont là. Le méthane, donc vous voyez un truc intéressant, le méthane est concentré à peu près à 1000 fois plus faiblement que le CO2, mais en fait, il a un impact tout aussi important que le CO2. Tout simplement parce qu'en fait, son effet serre propre est 1000 fois plus important aussi. Et donc, en gros, si on regarde ce qui se passe sur toutes les influences, en fait, vous avez ce qui est généré par les humains et ce qui n'est pas généré par les humains. Donc, en gros, ça, c'est ce qui est généré par les activités volcaniques. Ça, c'est ce qui est généré par les variables internes de la Terre. Voilà. Ça, c'est ce que les humains font en négatif. Ça, c'est ce que les humains font en positif. Et voilà la balance. Donc, ouais, ça compense les éruptions volcaniques, quoi, à fond. D'accord? Donc, oui, les volcans crachent du CO2. Oui. Non. Voilà. Alors,
Le problème, et ça c'est le truc qu'il faut comprendre, et c'est le truc sur lequel vous avez commencé à chier dans vos pompes. Ceci est une simulation qui date d'un rapport du GIEC qui est assez vieux, qui date de 2001, d'accord? C'est une simulation qui est la suivante. Voilà, je vous explique un peu les courbes. Vous décidez que, désolé pour la capture d'écran ratée avec la petite main au milieu, vous, ouais. Vous avez un truc absolument incroyable, c'est-à-dire une COP qui marche, d'accord? Voilà. Et vous avez que décidé que tous les dirigeants mondiaux décident de réduire de façon immédiate les émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle qu'aujourd'hui, on continue à les augmenter tous les ans. Donc vous êtes là, d'accord? En gros, vous partez de là, le temps de prendre les décisions, de se bouger un peu le cul, vous avez un petit pic d'émissions, d'accord? Et puis vous décidez de baisser vos émissions de gaz à effet de serre de façon progressive sur à peu près une centaine d'années. C'est en échelle logarithmique, d'accord? Non, pardon. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est en échelle tout à fait normale. Pardon. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et donc, vous avez une humanité vertueuse qui, d'accord, n'émet plus aucun gaz à effet de serre pendant les 1000 prochaines années. D'accord? C'est bien. On a fait notre boulot. Voilà l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Celle-là. Ça ne bouge pas. Le CO2 est une molécule d'une stabilité chimique extrême. Le CO2 ne bouge pas. Jamais. Le CO2 qu'on met aujourd'hui mettra entre 10 et 100 000 ans à disparaître. Tout le CO2 qu'on a déjà mis est irrécupérable. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est terminé. C'est fini. D'accord? La question, c'est à quelle vitesse on prend le mur. C'est pas est-ce qu'on prend le mur. Ça, c'est fini, ça. On a chié dans la colle depuis 10 ans. Donc le mur, on va le prendre. La question, c'est quel mur, à quelle vitesse. D'accord? Pour l'instant, la seule chose qu'on fait, c'est accélérer. Voilà. Et donc, l'évolution de la température moyenne par inertie océanique continue de monter. Donc, tous les effets thermiques qui sont à venir sont déjà faits. L'augmentation de la température en 2100, elle est déjà faite en partie. La question, c'est est-ce qu'on l'aggrave ou est-ce qu'on arrête les conneries. D'accord? Ça, c'est le truc important à comprendre. C'est aussi le truc important à comprendre d'un point de vue démocratique, c'est que les effets sont longs et qu'un cycle démocratique de 5 ans n'est probablement pas la meilleure option pour décider de ce genre de problème. On n'est pas préparé pour ça. On n'a pas les structures pour ça. Ni les structures d'intelligence collective, ni les structures démocratiques. Pour la flotte, bon, ça prend du temps, bon, on est au courant, bon, on s'en fout un peu. Voilà. Ça, c'est le truc le plus important à comprendre. Le CO2 est un gaz extrêmement inertiel. À la différence, par exemple, du méthane, qui lui se dégrade très facilement. Donc le méthane, en fait, est un problème soluble. Si demain on arrête les émissions de méthane, dans 100 ans, c'est plié. Si on ne fait pas avec le CO2, dans 100 000 ans, c'est plié. Ah, pas la même balance, d'accord? Donc voilà. Je vous rappelle qu'on sait ça théoriquement depuis le début du 19e, la moitié du 19e siècle, et qu'on est au courant très très nettement de ce problème depuis 1990. Je vous rappelle qu'en 1989, aux États-Unis, était prévu un sommet des chefs d'État pour lutter contre le changement climatique, d'accord, qui a été torpillé par l'industrie pétrolière à l'époque, d'accord, et l'administration Reagan. Et donc, on est au courant depuis avant votre naissance. D'accord, voilà. Ceci est l'évolution de toutes les sources d'émissions de CO2 depuis 1860. Il va sans dire qu'on ne s'arrête pas. D'accord? Donc, on a commencé d'abord par déforester, c'est une source naturelle. Alors, pour le coup, c'est une sorte de bilan, mais vous êtes scientifique, vous comprenez très bien. Les arbres sont les seuls capteurs de CO2 dans l'atmosphère, donc quand vous les coupez, bah, vous en captez moins. Et donc, ça revient à rajouter un surplus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à une activité normale. Donc, en premier chef, la déforestation, qui, comme vous le constatez, est quelque chose qui diminue jusqu'à ce que, grosso modo, la deuxième, enfin maintenant la première puissance économique mondiale ait décidé de raser toutes ces forêts juste pour le délire. D'accord? Voilà. La Chine en l'occurrence, voilà, typique là, hop là, voilà, on est reparti dans l'autre sens. Bon, là, non, il y a un moratoire en Chine sur les forêts parce qu'ils se sont rendus compte que avoir sa capitale juste à côté d'un désert où il n'y a plus d'arbres, c'est un peu con parce qu'ils vont tous mourir. Voilà. Mais bon, ils font ça, voilà. Ils font ça à la communiste, quoi, bon. Ça bien. Un petit pic là quand même, voilà. Deuxième chose, on a commencé tout d'abord à brûler du charbon dans les maisons, d'accord, pour se chauffer, pour faire tourner les machines à vapeur, etc., etc. Puis ensuite, on a commencé à utiliser du pétrole dans les voitures, d'accord. Puis ensuite, on a commencé à utiliser du gaz pour faire plein de trucs super sympas, genre se chauffer, etc., etc. Et ensuite, on a commencé à faire du BTP, c'est-à-dire à faire du ciment, et qui est en fait un truc qui est extrêmement émetteur de CO2,
Non pas en combustion directe, mais le bâtiment, c'est vraiment un secteur extrêmement problématique d'un point de vue CO2. Vous constatez un truc extrêmement fort dans ce graphique, aucune énergie ne remplace la précédente. Les énergies se rajoutent. On n'a pas remplacé le charbon par le pétrole. Ça, c'est une mythologie. L'année où on a le plus consommé de charbon dans toute l'histoire de l'humanité, c'est 2024. Et avant, c'était 2023. Et avant, c'était 2022. D'accord? Voilà. Je tiens à préciser un truc, qui est aussi un truc qui circule sur les réseaux sociaux. Euh, Ma génération, ou en tout cas la génération d'avant, celle des boomers en l'occurrence, ne vous a pas laissé un monde de merde à vous, génération hyper vertueuse. La génération la plus gourmande, la plus dispendieuse et la plus destructrice, c'est la vôtre. Tout simplement parce que vous êtes la dernière. C'est pas compliqué. De même que la mienne était la génération gna gna quand j'avais votre âge. D'accord? Vous avez tous et tous un téléphone portable, vous avez tous et tous pris déjà l'avion, ce qui était rarissime de mon temps. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas pris l'avion, mais c'est quand même assez rare, etc., etc. D'accord? Donc, petite remarque, vous n'êtes absolument pas plus vertueux que nous, tout simplement parce que vous profitez des avantages que votre civilisation vous apporte. C'est pas une question de culpabilité, c'est juste une question que vous grandissez dans un monde où le chose est possible, vous le faites. De même que moi, j'ai grandi dans un monde où ça c'était possible, je le faisais. J'avais pas de téléphone portable parce qu'il n'y en avait pas. Pas parce que j'étais. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas. D'accord, voilà. Et on prenait pas l'avion parce que c'était hors de prix. Voilà. Ouais, Question. La somme de toutes les structures. c'est ça. C'est le pic en haut. Là, le pic en haut, ça veut dire qu'au total, on a. On est à 40 000 et des patates gigatonnes de CO2 par an. Voilà. Et chaque secteur, c'est ce truc-là. D'accord. À chaque truc, Donc voilà. Donc, quantité de. voilà. Donc, non, non, non. Si ça, c'est la quantité de charbon. Ça, c'est la quantité de bois. Voilà. Non, non, non. Lime, c'est juste ce petit bout-là. Voilà. Et on cumule. Voilà. Non, 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 c'est pas le pire. Non, le pire, c'est le charbon, qui a connu une légère baisse et qui est en train de remonter ici depuis l'entrée en Inde, depuis l'entrée de l'Inde sur le marché économique, en l'occurrence. C'est l'Inde. Non, 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 l'Amérique seule, non, c'est la somme. Je t'écoute. Alors en fait, il y a eu une baisse de la consommation du charbon au milieu des années 2010 qui est en train de se résorber avec l'entrée de l'Inde sur le marché économique mondial. Tout simplement parce que construire des centrales à charbon, c'est beaucoup plus facile que construire sur un nucléaire. Donc c'est pas extrêmement compliqué. Voilà. Donc ce qui fait tout baisser, c'est la baisse de la déforestation ici, cumulée avec une légère baisse du charbon ici. Voilà. Il y a les deux. Il y a les deux en fait. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a un peu les deux. Voilà. Parce que ça baisse un peu moins ici que là-haut, quoi. Un chou de moins. Alors, ça, c'est juste pour lecture. Quand vous relirez les polices, ça vous intéresse. Il s'avère qu'aujourd'hui, le GIEC a une catégorisation de scénarios possibles pour donner des orientations politiques et civilisationnelles. Et donc, vous en avez des trucs avec des développement durable, avec des tendances actuelles, avec des rivalités. En fait, grosso modo, ils vont du scénario le plus vertueux en 1 au scénario le pire en 5, à peu de choses près. D'accord? Mais il y a plein d'ingrédients dedans. Il y a la façon dont les pays collaborent ensemble, ou au contraire sont en compétition. Voilà. Ça s'appelle des social paths. Voilà, c'est des chemins socio-économiques, a priori. Voilà. Donc, je vous donne juste ça, si jamais vous avez envie de regarder les choses, c'est juste pour. Les définitions existent, mais je n'ai pas vous les connaître. Donc, ces scénarios sont utilisés pour faire des projections, d'accord? Et en gros, l'idée est relativement simple. Ces scénarios, en fait, comme ils sont classés, de 1, il y a des il y a une espèce de sous-tendance. Donc, les chiffres qui sont là, c'est ce qu'on appelle en fait le forçage radiatif, c'est-à-dire grosso modo l'augmentation, ce que ça reviendrait en augmentation de puissance reçue par la Terre en fonction des divers scénarios. Donc, ça n'a rien à voir avec les températures. Donc, en gros, vous voyez qu'il y a 3 scénarios où on descend nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone. Le scénario bleu, très tôt, juste après les accords de Paris, avec un décrochement très brutal à partir de 2020, chose qui n'a pas eu lieu. D'accord? Voilà. Un autre scénario plus smooth, qui est le SSP1. D'accord? Voilà. Un scénario qui est le SSP2. D'accord? Avec un passage de 4,5 et puis deux autres comme ça. D'accord? Tous ces scénarios sont à peu près cohérents en émissions de méthane, en émissions de dioxyde de soufre. Un problème énorme, c'est qu'en général, tous les scénarios écologiques mènent à une dépollution des villes. Et la dépollution des villes mène à une baisse du dioxyde de soufre dans l'atmosphère et donc à une augmentation de l'effet de serre. Il y a une contradiction entre dépolluer les villes et lutter contre le réchauffement climatique. C'est pénible, mais c'est comme ça. Ouais, mais il faudrait les polluer que au soufre. C'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais donc il y a un truc assez merdique là-dedans.
Donc voilà les différents scénarios. Donc en particulier, celui-là, c'est la version hardcore. Ce scénario-là en particulier est considéré comme improbable par la communauté scientifique parce que l'effondrement civilisationnel se fera avant. On n'aura vraiment pas les moyens de cramer tout le charbon et tout le pétrole qui est sur la planète Terre. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, mon débat à partir de maintenant va se concentrer sur la chose suivante, et vous allez comprendre pourquoi après. On veut ça, on veut pas ça. Les deux autres, laissez tomber. C'est même pas la peine, c'est déjà baisé. Voilà. Oui, oui. Ouais. Voilà. J'y arrive plus à passer. Voilà. Alors, en gros, si on regarde les émissions, les augmentations de température à l'horizon 2100 par rapport à la période pré-industrielle sur les divers scénarios, le SSP1 vous fait monter grosso modo d'1,5 degré par rapport à la période industrielle. Je vous rappelle que les accords de Paris, c'est ça. D'accord. Le SSP1 à 2,6 contraint la température à rester un tout petit peu en dessous de 2 degrés. Donc ça, moi, c'est ce que je vais appeler les accords de Paris réalistes. D'accord. Voilà. Et le SSP2 vous amène à 2,5 degrés d'augmentation mondiale. D'accord. Donc, le 4,5, ça ne veut pas dire ça, hein, d'accord. Voilà. Le SSP3 vous amène à 3,5 degrés d'augmentation de la température mondiale, d'accord. Et le SSP5 vous amène à 4,5. Donc en gros, dans les trois scénarios qui sont, à mon avis, aujourd'hui de façon réaliste, envisageables, vu qu'on est en 2025 quasiment, et qu'on n'a absolument pas fait ça, c'est celui-là, donc à plus de 5, celui-là à 3,5 ou celui-là à 4,5. D'accord. Donc on a un degré de différence à chaque fois entre les différents scénarios. Donc ça, c'est les trucs que je veux que vous reteniez comme palier, d'accord, dans cette histoire-là. Donc en gros, vous faites des simulations numériques et vous trouvez ça. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est ça. Donc, le principe est hyper simple à comprendre. Ce tableau est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Vous avez ici, en ordonnée, enfin en entrée de colonne, en entrée de ligne, pardon, l'intégralité des 5 scénarios dont je vous ai parlé. Les accords de Paris, les accords de Paris réalistes, ce que je pense que ça serait bien qu'on tienne, et les deux qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui. Voilà. Premier problème, si vous regardez l'augmentation de température moyenne globale à l'horizon 2040 pour l'intégralité des scénarios, c'est la même. Il n'existe pas de différence situationnelle en 2040 entre tous les scénarios. C'est-à-dire que même dans 15 ans, on ne verra pas les efforts ou les non-efforts qu'on a fait. On ne les verra pas. D'accord. Tout simplement parce qu'en fait, cette augmentation de température-là, elle est liée à ce qu'on a émis avant 2015. Et ça, c'est irrattrapable. Et c'est pas ce qu'on va faire maintenant qui va changer ce qu'on a fait avant 2015-2020. Donc ça, c'est un énorme problème parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un gouvernant, 2040, vous n'en avez rien à foutre. D'accord. C'est vraiment un problème de fond, ça. Quand vous êtes en 2060, c'est-à-dire un endroit où moi je serais mort quand même, globalement. En tout cas, plus en très grande forme. D'accord. Non, mais tout le monde est mortel, voilà. Et le Père Noël n'existe pas. Enfin, voilà, fallait que je te le dise, voilà, c'est important. Voilà. Donc, quand vous serez en 2060, ces deux scénarios-là, les deux scénarios dont je vous parle de façon réaliste, sont extrêmement proches. Autrement dit, ça signifie qu'aujourd'hui, même pour un gouvernant qui a envie de voir à horizon 2060, il n'y a pas de différence entre ces deux-là. La vraie différence, elle arrive vraiment après. C'est en fait dans la stabilisation. Est-ce qu'en fait, grosso modo, à partir de 2060, on continue une croissance de température, ou est-ce que la température, grosso modo, alors je vais pas dire stagne, mais monte moins. D'accord. Voilà. Ouais. Par exemple, là, au début, là, c'est. Enfin, est-ce que c'est. Plus 1,5 par. Non, c'est cumulé, c'est par rapport à l'origine industrielle. Donc ce plus 4,4, c'est en tout, on aura pris 4,4 degrés. Oui, C'est pas non, c'est pas un cumul. Non, mais on va voir. C'est horrible. C'est horrible. Plus 4,4, c'est la fin. D'accord. Ben, voilà. Donc, ceci, alors, je vous spoil un peu la suite. Ceci aurait été sympa, mais déjà compliqué. Ceci va être compliqué. Ceci, alors là, dans les estimations, avec ça, j'en reparlerai plus tard, on estime entre 1 et 1,5 milliard de personnes, les gens qui vont se déplacer d'ici 2070. Avec ça, c'est 4. 4 milliards, la moitié de la population mondiale va venir dans les endroits où il fait pas trop chaud. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, quand dans ce pays on crispe parce qu'il y a 200 migrants qui arrivent à poser le pied sur une plage, si vous voulez, il va falloir qu'on se remette un peu de nos crispations quand même, hein. Parce que quand il y aura à peu près l'intégralité de la population chinoise qui va se pointer en Europe, ça va pas être 3 Pékins sur une barque, hein. D'accord. Voilà.
juste pour information. Quand même. Parce qu'on on parle de ça quand même, hein, d'accord? Alors moi, j'ai absolument rien contre ça, par ailleurs, mais il va falloir, va falloir se rendre compte de ce que ça signifie quand même, d'accord? Oui, il va falloir cohabiter. Je reviens sur le truc important, parce que si vous n'êtes pas assez déprimé, c'est maintenant que ça commence. Le problème du CO2, comme vous l'avez compris, c'est que le CO2 ne disparaît pas de l'atmosphère. Le CO2 se cumule dans l'atmosphère. Autrement dit, vous avez un aspect cumulatif fort sur le sujet. Et donc, vous pouvez faire des simulations en particulier, vous pouvez savoir combien de CO2 en tout, et après, stop, vous mettez dans l'atmosphère pour tenir les divers scénarios. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez tenir le SSP1 à 1,9, c'est ce qui est en bleu. Vous vous arrêtez là. Ping. En gros, c'est pas très compliqué. Vous évaluez l'augmentation de température, vous la mettez en corrélation avec les tonnes cumulées, enfin les gigatonnes cumulées de CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère, et puis vous mettez les traits, pling, puis vous lisez là. Voilà, ça fait tant de CO2. D'accord? Voilà comment est construit ce graphique. Si vous voulez plus 1,5 degré, c'est le bleu. Si vous voulez plus 2, c'est non, c'est le violet. Si vous voulez plus 3, c'est le orange. Si vous voulez plus, enfin voilà, etc., etc. D'accord? Et vous reportez ça en bas. Donc, si vous voulez avoir plus 2, je vais m'arrêter là, les accords de Paris réalistes. Voilà ce que vous, là où vous devez vous arrêter, là où l'humanité dans son ensemble doit s'arrêter en termes d'émissions de CO2. Si au contraire vous voulez faire que 2,5 d'augmentation, voilà où l'humanité doit s'arrêter. Voilà. D'accord? C'est pas une question d'année, c'est une question de tonnes qu'on a mis. Alors, c'est gradué en linéaire, effectivement, mais on s'en fout un peu. Ce qui est en gris, là, c'est ce que l'humanité a déjà émis durant l'intégralité de son histoire. Si vous voulez tenir 2 degrés, celui-là, ça signifie qu'il nous reste à émettre, pour le restant de l'existence de l'humanité, environ un quart, entre un cinquième et un quart, vous voyez là, à la louche, hein, d'accord, de ce que l'humanité a déjà émis en cumulé. Autrement dit, si on fait un truc avec du pognon, voilà, vous avez 1000 balles à dépenser, l'humanité en a déjà dépensé 750, et pour le restant de l'histoire de l'humanité, vous en reste 250. Point barre. Ok. Ouais. Et la grosse majorité des mutuelles ont été dépensées à partir de l'ère industrielle. Ouais, et par les pays européens. En fait, aujourd'hui, on parle de dette carbone. On parle de dette carbone, c'est-à-dire qu'on évalue quels sont les pays qui, grosso modo, après, tu fais une espèce de moyenne, tu divises par 9 milliards, et tu dis, voilà, en France, on en est où? En Inde, on en est où? Etc., etc. Ce qui, d'ailleurs, de façon assez curieuse, mène au fait que l'Inde, par exemple, a le droit de construire des centrales à charbon. Parce qu'ils ont un tel passif en termes de pays sous-développés avant que, grosso modo, ils sont tranquilles. Voilà. La France, elle, pour le coup, a un peu gratté son pognon, quoi. Voilà. La Chine, ils sont à peu près dans les clous parce qu'ils sont. Ça fait enfin, voilà, ça commence à faire longtemps que se passer au statut de pays industrialisé, mais avant, c'était quand même pas le pays le plus riche du monde, donc ça. Voilà. Donc ça, c'est un problème extrêmement important, l'effet cumulatif. C'est-à-dire qu'en gros, le but du jeu n'est pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais de les réduire suffisamment pour qu'on arrête de cumuler. Ce qui n'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est pas la fonction que vous voulez, c'est pas la dérivée que vous voulez rendre égale à zéro, c'est la fonction. D'accord? Donc, il va falloir descendre très nettement. Et donc, on va regarder le budget carbone, et ça, c'est là-dessus que je terminerai aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui m'intéresse. Voilà. Donc, ce tableau est assez intéressant. Ça vous donne en fait l'augmentation de température dans des scénarios qui sont sympas. Donc, je me suis arrêté à 2 degrés pour le coup. D'accord? Donc, si vous voulez tenir les plus 2 degrés, qui est encore une fois les objectifs de l'accord de Paris réaliste. D'accord? Le truc où, grosso modo, c'est pas si grave que ça. Et vous voulez être sûr à 83% que ça se passe, vous reconnaissez vos écarts types habituels, d'accord? Donc moi je prends cette colonne, alors j'en ai rien à foutre. Pas moi faire des paris politiques en disant que ouais, ça a 17% de chance que ça se produise, voilà, je peux jouer au loto aussi, hein, ça marche bien. D'accord, voilà. Donc en gros, je prends ça. Ça signifie donc que si vous voulez tenir les 2 degrés, il nous reste, à l'échelle globale de l'humanité, 900 milliards de tonnes de CO2 à émettre, point barre. Sachant qu'on en a déjà émis 2390. D'accord? Ouais. Alors, ça va venir, vous allez voir. D'accord? Voilà. Donc, je vais revenir. Voilà. Donc, je vais aller vous faire le calcul, d'accord? Alors, je vais te répondre à ta question en allant un peu plus loin. Ah ben, on les avait, je suis con. Pourquoi j'arrive pas à revenir? Ah si, voilà. C'est Nantes. Si je fais ça, ça marche. On l'avait. Elles sont là. Voilà. Donc, il nous en reste 900.
d'accord? Et en ce moment, on en émet 40 par an. Enfin, on avait 900 milliards et il reste 40 milliards. Voilà. Donc 20 ans. Donc si on continue à ce rythme-là, on a 20 ans et après on s'arrête sec. D'accord? Mais ça marche pas comme ça en fait dans le principe. D'accord? Voilà. Et après on atomise tout le monde. Voilà. Donc vous comprenez un truc très important, c'est que le scénario business as usual, c'est-à-dire on continue comme si de rien n'était, est un scénario catastrophique. D'accord? Voilà. Donc, je commence là-dessus. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est ça, c'est le chiffre de 900. De toute façon, le tableau va revenir après, on refera quelques calculs sur le sujet, vous inquiétez pas. Alors, mais finalement, vous dites, attendez, l'été dernier, il faisait 40, là aujourd'hui, on se les pèle, il fait 0. Je veux dire, 40 degrés d'écart entre l'été et l'hiver, ça a jamais tué personne. Je vois pas pourquoi il nous fait chier avec plus de degrés quand même. Vous êtes d'accord? Dans le principe, quand même, vous avez quand même le droit de vous dire ça. Alors en fait, c'est très très simple. Vous vous souvenez le graphique que j'ai mis tout à l'heure où on est partait de moins 3 degrés et puis on était monté pleine balle, d'accord? Eh bien, il y a 10 000 ans, avec 3 degrés de moins, l'Europe ressemblait à ça. L'Europe était recouverte jusqu'à peu près le milieu de la France de 3 kilomètres de glace, d'accord? Pouvait nourrir 100 000 habitants environ. Et puis voilà, 3 degrés en moyenne sur la planète, c'est ce genre de changement. C'est pas juste, il fait un peu plus chaud l'été. C'est pas, c'est plus cool la plage, quoi. D'accord? On parle de ça comme changement. On parle d'un changement où, en fait, vous passez d'une situation qui est relativement hostile à l'humanité à une situation où elle est plutôt cool. D'accord? 3 kilomètres de glace, hein, d'accord? Là, on raconte du fait que le Massif central est sous la glace quand même, quasiment en entier. Je crois que le Pic 106 c'est en dessous, c'est 2008, c'est ça. Donc c'est en dessous de 3000. On parle de ça. C'est en hauteur. Quoi? C'est un glacier comme ça. C'est ça. C'est ça les glaciers qui forment des vallées, quoi. C'est pas 3 bouts de glaçons l'hiver quand il fait froid, quoi. Là, on parle de. C'est ça qui pète c'est ça qui vous casse des montagnes en deux quand même, hein. C'est ça dont on parle quand on parle des glaciers qui. Vous savez, des vallées glaciaires, ce genre de conneries. Donc maintenant, on est témoin que ça tombe tout seul. D'accord. Voilà. On est d'accord? Donc, autrement dit, je vous rappelle que donc en 3 degrés de différence sur l'Europe, c'est on passe d'un endroit où on peut nourrir 100 000 personnes à un endroit où potentiellement on peut en nourrir 100 millions. D'accord? Donc une variation de 3 degrés de la surface planétaire, c'est ce genre de délire. OK? Bien, il passe le temps. 5 000. Ah non, pas loin, non? Bah, je vous rappelle que vous pouvez coloniser tout à pied, par exemple. Vous pouvez coloniser l'Amérique à pied, vous pouvez coloniser le Japon à pied. Enfin voilà, tout se fait à ce moment-là, quoi. En gros. Vous voyez. Hein? Si, c'est 8 000 l'Everest, 5 000 c'est le Mont Blanc, pardon, j'ai confondu. C'est 8 000 l'Everest, pardon, c'est 5 000 c'est le Mont Blanc. Donc, je vous rappelle on se reconcentre. Je vous rappelle les divers changements de température dus aux choses, d'accord? Donc maintenant, vous êtes en train de comprendre pourquoi moi je préfère celui-là, c'est-à-dire un truc qui reste entre 2,5 et 3, c'est-à-dire un truc qui ressemble à l'image précédente, que celui-là, qui est à 4, d'accord? Ou que celui-là, qui est quasiment à 5. On est d'accord? Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde les divers scénarios, d'accord? Donc en gros, là, alors les scénarios, c'est +1, donc observer, simuler +1, plus 1,5, +2, +4. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'augmentation des températures moyennes. Sans grande surprise, on retrouve le même ordre de grandeur, c'est-à-dire que si vous faites +4 globalement, bah, vous avez +4 à peu près partout sur la planète Terre, sachant que le pôle Nord en particulier est extrêmement impacté par ça en raison de l'absence de masse continentale, d'accord? Et donc, grosso modo, en particulier, l'Europe du Nord va être très, très, très impactée par ça, beaucoup plus que d'autres endroits, en particulier tout le Pacifique Sud. Donc, ce graphique-là n'est pas super impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est ce truc-là. Alors, je vous explique comment ça fonctionne, parce que c'est pas compliqué. Vous prenez des événements climatiques extrêmes, d'accord? C'est-à-dire par exemple, ce que vous avez connu il y a enfin, ce que nous on n'a pas connu, mais ce que les Canadiens ont connu il y a 2 ans, par exemple, si vous vous souvenez, les dômes de chaleur, vous savez, des gens qui meurent de chaud, littéralement parce qu'ils sont dehors, par exemple. Ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans aussi, d'accord? Ça s'appelle dôme de chaleur, voilà, c'est des trucs où à un moment donné, alors je vous rappelle que vous régulez normalement si la température est inférieure à 35 degrés. Dès qu'elle dépasse 35 degrés, vous êtes obligé de transpirer pour vous réguler. Et si à un moment donné l'air est trop chaud et trop humide, vous mourrez. Vous mourrez comme dans les livres, de fièvre. Donc bien sûr, vous ne mourrez pas de fièvre parce que le doliprane existe, et donc quand vous êtes malade, vous prenez un doliprane et vous ne mourrez pas. Mais il y a un moment donné, si votre température interne dépasse les 39-40, de façon trop longue, vous mourrez. Vous mourrez de chaud, au sens sec du terme, littéral. D'accord, à un moment donné, vous êtes décédé.
C'est de l'état vivant à l'état décédé. Voilà. Et ceci est légèrement irréversible. D'accord? Donc, le principe est relativement simple. Vous prenez donc des événements qu'on appelle, en français, on appelle ça des événements décennaux, c'est-à-dire des événements qui statistiquement n'arrivent que tous les 10 ans. Si vous prenez un scénario avec une augmentation de plus 2 degrés, ces événements arriveront 5,6 fois plus souvent. Autrement dit, un événement qui arrivait tous les 10 ans arrivera tous les 2 ans. Si vous êtes à plus 4 degrés, c'est 9,4 fois plus souvent. Donc tous les ans. C'est-à-dire que les trucs extrêmes que votre grand-mère vous raconte pour vous faire peur, c'est tous les ans. À plus 4. Juste tous les ans. Tous les ans, c'est un cramage. Tous les ans, c'est des forêts qui partent en fumée. Tous les ans, c'est des gens qui meurent de chaud. Tous les ans, c'est ça. Voilà. D'accord? Les événements cinquantenaires, c'est les événements qui arrivent tous les 50 ans, à plus de degrés, ils arriveront 14 fois plus souvent. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver une fois tous les 50 ans, ils arriveront grosso modo une fois tous les 3-4 ans, quoi. Tous les 4 ans, à la louche. C'est-à-dire qu'on augmente la fréquence des événements climatiques extrêmes, des trucs où vraiment la vie humaine est menacée parce qu'à un moment donné, l'été a décidé de péter les plombs. À plus 4 degrés, c'est 39 fois plus souvent. C'est-à-dire que vous allez compter les années où les étés sont pas mortels. C'est ça dont on parle. Alors, si on prend les extrêmes thermiques, j'adore ce graphique, c'est pour ça que je le mets, même si c'est un rapport du GIEC un peu vieux. Alors, je vous lis le truc, parce que vous lisez pas bien l'anglais. Ça, c'est le nombre de jours dans l'année, donc vous voyez que ça va de 0 à 365. C'est le nombre de jours où, en fait, la température extérieure dépasse le seuil de mortalité humaine. Autrement dit, où il faut pas trop que ça dure, quoi. Bien sûr, on peut se planquer dans les maisons, au frais, etc., mais à un moment donné, si ça dure une semaine ou 15 jours, il y a des gens qui meurent, littéralement. Donc voilà, et donc si vous êtes à un plus, donc dans le scénario RCP 4,5, celui qui est à plus 4 degrés, d'accord? Voilà ce qui se passe. Non, non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est-à-dire que là, dans cette zone-là, la Côte d'Ivoire, le Togo, tout ça, d'accord? Vous passez 200 jours par an au-dessus du seuil de mortalité humaine. Alors déjà, il y a du monde ici, d'accord? C'est quand même assez peuplé. Là, le Brésil, c'est quand même pas un des plus petits pays du monde quand même, d'accord? Là, ils crèvent tous. Puis surtout, il y a là, en fait. Regardez tout ça, là. Toute l'Indonésie, toute l'île de Bornéo, toute la côte est chinoise, qui est quasiment à 150 jours par an, d'accord? Là, non, attendez, je vous rappelle que là vit la moitié de l'humanité quand même, hein, d'accord? Les gens là, ce qu'on appelle l'humanité, c'est là. L'humanité, c'est pas là. On s'en branle de ce qui se passe au Groenland, d'accord? Là, on parle de ça. Et vous savez ce qu'ils font les gens quand ils vont mourir de chaud? Tout le temps? Bah, ils se barrent. Ils peuvent aller là. Ils pourraient aller en Sibérie, remarque, ça pourrait être pas mal. Alors, la raison pour laquelle je vous dis que ça serait bien d'éviter le 8,5, et pour la raison pour laquelle on pense que ça n'arrivera pas, c'est que dans le 8,5, en fait, les migrations de population seront telles, hein, que de toute façon, la civilisation va craquer. C'est pas compliqué, en fait. Vous avez même le sud du Japon qui devient inhabitable. Ici, là, on parle de 5 milliards d'individus qui bougent, là, en l'espace de 50 ans. Pas en l'espace de 10 000 ans, quoi. C'est-à-dire en l'espace d'une génération. C'est-à-dire que vous, pendant votre vie, un scénario 8,5, vous pouvez voir l'intégralité de l'Asie du Sud-Est déménager. Alors, les migrations, vous connaissez, hein. Vous pouvez imaginer ce que c'est que la crise, par exemple, des Syriens en Turquie, par exemple. Le merdier que c'est depuis 10 ans, quoi. D'accord? Je parle même pas des crispations actuelles dans la bande de Gaza, par exemple. D'accord? Voilà. Ou même en Europe, l'incapacité que l'Europe a à gérer des flux de population qui pourtant sont ridicules par rapport à sa propre population, quand même globalement. Je veux dire, elle les connaît là. D'accord, je veux dire, 10 000 migrants par an en Europe, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est un mec par village par décennie, on s'en branle, quoi. C'est bon, quoi. Donc, mais par contre, on est incapable de le gérer correctement. Ça, c'est notre conversation. D'accord? Ouais, faites le compte, à un moment donné, ça va, il y a 150 millions d'habitants en Europe quand même, hein. Bon, ok, c'est. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi, je vais me battre dans toute la suite. La propagande que je vais faire, c'est je veux ça, pas ça. Parce que là, vous comprenez que ici, on est content en fait. Là, ici, les gens, là, les gens, ils restent. Là, grosso modo, c'est un peu plus désagréable, mais majoritairement, les populations ne sont pas déplacées en fait. Et donc, grosso modo, on a beaucoup moins de défis infrastructurels à penser que si on fait ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ce dont on parle là, c'est pas juste il va faire plus chaud, il y a quelques vieux qui vont crever en plus ou un peu plus tôt. On parle du fait, non, non, mais on parle du fait qu'à un moment donné, des pays entiers extrêmement peuplés vont devenir inhabitables et donc inhabités. Et comme on ne fait pas disparaître les habitants d'un claquement de doigts, bah forcément,
Il y a un problème. Non, on ne balance. Non, non, je t'ai vu. On ne balance pas l'intégrité de l'arsenal nucléaire français sur la Chine. Déjà parce que, un, ils sont armés aussi par ailleurs. Deux, ça ne se fait pas. D'accord, voilà. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Naturel. Naturel. Vous vous souvenez de Valence ces dernières semaines? Bah, vous avez la même avec les précipitations. C'est-à-dire que les précipitations et les événements décennaux à plus 4 degrés, ça arrive 2,5 fois plus souvent. D'accord? Bon, Valence, après, pour pardonner à Valence, il faut bien comprendre que ce que personne n'a raconté, c'est que Valence, c'est une ville où, sous le castrisme, ils ont déplacé le fleuve. C'est-à-dire qu'au départ, le fleuve, il passait au milieu de Valence, et comme ça faisait chier tout le monde pour la logistique, ils ont fait contourner le fleuve à Valence. Et donc, tout le milieu de Valence, c'est l'ancienne vallée du fleuve, où il y a plein d'infrastructures, de machins et tout. Je sais pas, il faudra demander à des spécialistes, mais j'ai quand même un vague doute sur le fait qu'il n'y ait aucun rapport entre le fait que Valence, à un moment donné, ait connu le chaos. Après, certes, les pluies étaient très importantes, mais il ne faut pas déplacer les fleuves. Donc, on je termine juste sur ce graphique-là. Il y a un outil très nouveau qui vient de sortir, que ça date de l'année dernière, c'est pour ça que c'est un peu moche, de l'université de Hawaï. Ils ont eu un truc assez sympa. Ils prennent les courbes projetées de température, et ils mettent tous les pays et ils regardent où est-ce qu'ils se placent dans les courbes projetées. Fun fact, la France est toujours au-dessus. Autrement dit, la France est un des pays les plus et un pays qui va être particulièrement impacté par le réchauffement climatique en moyenne. D'accord? Grosso modo, la France, climatiquement, va être plus impactée que la moyenne des pays. Donc ce n'est pas uniquement un problème de là-bas, chez eux, qu'on a un coup depuis à peu près 40 ans. D'accord? Chez nous, en particulier, les récoltes, ça va être compliqué. Enfin, les fruits produits en France, par exemple, vont disparaître. C'est un taux de probabilité. Et vous avez rien de changer dans tous les sens, voilà. Que le pinard disparaisse, c'est pas forcément si grave que ça, mais par contre, le reste, voilà. On verra la semaine prochaine la suite, d'accord? On enchaîne. Enfin, voilà, la séance prochaine, la suite, tranquillement.